Bienvenue à cette deuxième classe de maître, aujourd'hui présentée par Anne-Marie Leclerc de LG2, Agence de communication sur le marketing responsable, le marketing intelligent. Donc, deuxième de trois classes de maître pour fondateurs de start-up que nous présentons aujourd'hui. La troisième aura lieu non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, donc le 18 juin, sur le modèle d'affaires. Donc, je me présente, Alexandra Mayer, je suis directrice des communications chez Bonjour Startup Montréal, qui est un organisme à but non lucratif qui a 1 an et demi à peu près et qui souhaite accélérer la création, la croissance et le rayonnement des startups montréalaises, et tout ça pour un impact social et économique pour la métropole. Cette classe de maître ou cette série, en fait, est également présentée par Montréal Inc., qui est une fondation qui offre des bourses aux jeunes entrepreneurs et de l'accompagnement par des coachs bénévoles. Et finalement, par Startup en résidence, qui est l'incubateur de Desjardins. Je passe la parole maintenant à Éric Morin de Startup en résidence, qui va vous en dire plus. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Alexandra. Donc, bienvenue dans cette deuxième classe des maîtres, donc deuxième d'une série de 3, comme disait Alexandra. Je m'appelle Éric Morin, je suis conseiller principal en innovation chez Desjardins, en fait à la direction innovation ouverte, de même que responsable de l'incubateur de Desjardins, Startup en résidence. Je suis bien heureux de collaborer avec Montréal Inc. et Bonjour Startup Montréal, de même que LG2, 3 acteurs importants de la scène Startup. L'incubateur Startup en résidence de Desjardins accueille et accompagne depuis plus déjà 3 ans des startups qui proviennent des 4 coins du monde et qui ont le potentiel d'apporter de la valeur ajoutée aux membres et clients de Desjardins, l'appuyer aussi dans sa transformation numérique et créer un impact dans la société canadienne. Donc, on fait ça avec des startups brillantes avec l'aide de 90 ateliers et activités, 45 experts et mentors et un riche réseau de partenaires nationaux et internationaux. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, lors de la première classe, il y a une quantité appréciable de webinaires, nos calendriers sont pleins, mais on avait quand même décidé de créer cette série-là dans la foulée de la crise avec une approche beaucoup plus business to business. Et donc, la semaine dernière, nous étions dans les ventes. Cette semaine, on y va donc avec le marketing. Et le 18 prochain, à 8h30, nous conclurons la série avec un atelier sur comment rendre votre modèle d'affaires exponentiel. Revenons à la classe d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Marie Leclerc, associée et VP de LG2, de même qu'experte pour Startup en résidence. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Anne-Marie. Nous te donnons le plancher. Merci, Éric. Je vais brancher mon écran, partager l'écran avec tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout le monde me voit? Parfait, oui, je vois l'écran. Bonjour tout le monde. Alors, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Je vais essayer d'être à la hauteur. Je vais commencer par me présenter. Anne-Marie Leclerc, je suis responsable de l'innovation chez LG2. Mon background, une ancienne athlète de haut niveau, donc qui s'impose des gros objectifs. Mère monoparentale et entrepreneur depuis 2010. J'aime vraiment m'imposer beaucoup de défis. Donc, après 25 ans d'expérience, se lancer dans l'innovation, c'était quand même quelque chose de nouveau. Mais ça m'a amené vraiment à pousser des limites après avoir passé 10 ans à l'étranger, dans différents pays, différentes agences, d'avoir côtoyé beaucoup d'entreprises, que ce soit à travers l'enseignement à l'école d'entrepreneurship de Beauce ou au niveau de l'université de Sherbrooke ou HEC également pendant 10 ans. Je voulais mentionner, je suis devenue entrepreneur en 2010. Je ne pensais jamais faire ça dans ma vie. Je me suis toujours dit, je ne vais jamais pouvoir dormir. C'est une trop grosse pression. Puis aujourd'hui, je n'imagine pas faire d'autres choses. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment quelque chose comme du sport de haut niveau. Donc, c'est comme une drogue qui me fait avancer tous les jours. Alors, je suis très reconnaissante d'avoir mis le pied là-dedans et d'être là-dedans aujourd'hui. Donc, avant de passer à la matière, je tiens à remercier Startup en résidence Desjardins, Bonjour Startup Montréal et Montréal Inc. pour l'invitation. Comme j'ai dit, je vais essayer d'être à la hauteur. Donc, juste un petit mot sur LG2 également. Qui est LG2? On est une entreprise québécoise, on a bientôt 30 ans.
On évolue dans le domaine des communications marketing depuis le jour 1. On a évolué organiquement en fonction des nouveaux besoins de marché. Donc, quand le numérique est arrivé, on a développé le numérique, l'architecture, le design et plus récemment l'innovation pour aider nos clients à trouver de nouveaux vecteurs de croissance et de revenus par l'invention de produits et de services. On est une entreprise à propriété 100% québécoise et on souhaite le demeurer. Tous les jours, on se fait appeler par des intérêts nationaux ou étrangers et on refuse parce qu'on a reçu un cadeau en pouvant racheter une entreprise puis on souhaite faire la même chose plus tard pour soutenir notre économie d'ici et aussi soutenir les entreprises d'ici. Donc, c'est vraiment un choix qu'on a fait puis on en est très fiers de rester maître de notre destin. Et les seules personnes à qui on est redevable, ce sont nos employés et nos clients et non pas des investisseurs étrangers. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de faire une différence. Donc, c'est la taille des défis qui nous intéresse. Pourquoi on a commencé à s'intéresser aux startups? Bien, tout simplement parce que nous-mêmes, on cherche des nouveaux vecteurs de croissance. Puis on a commencé par côtoyer une startup qui avait peut-être besoin d'aide au niveau des compétences qu'on a, mais aussi d'investissement. Donc, on a décidé de mettre un pied là-dedans. Donc, on est devenus des investisseurs. En travaillant en innovation aussi, on est devenus des inventeurs et donc on monétise ce qu'on fait aussi, ce qui est nouveau pour notre industrie. Mais aussi, ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner les jeunes entreprises. On est passé par là, on a vu l'aide qu'on a eue. On sait que les plus jeunes en ont besoin également. Donc, on se donne ce rôle-là en tant qu'entreprise de 30 ans aujourd'hui d'accompagner les startups. Je vous dirais qu'on en voit un énorme avantage. Souvent, on dit oui, c'est les startups qui en bénéficient. Ben non, tout le monde en bénéficie. Moi, j'encourage toutes les entreprises de toute taille, qu'elles soient publiques, privées, parapubliques, peu importe. Peu importe l'industrie, peu importe sa taille, de travailler avec vous, les startups, parce qu'on apprend beaucoup de vous également. Vous êtes agiles, vous nous empêchez d'être complaisants et vous nous brassez également. Donc, je vous remercie parce que pour nous, c'est un plaisir de travailler avec vous. On grandit ensemble là-dedans. Donc, passons à la matière. Aujourd'hui, on va parler de marketing, oui, pendant, mais surtout après la pandémie, parce que si on change tout le temps notre marketing, c'est bien de le changer, mais si on change trop souvent, ben, on a l'air instable. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre les bonnes décisions pour que ce soit vrai maintenant, mais aussi que ça puisse durer dans le temps, puis pas toujours se réinventer. Là, je vous dis, vous entendez peut-être des bruits autour de moi, mais j'ai des ouvriers autour de la maison, puis en temps de pandémie, j'ai pas le choix, fait que, bref, ça va peut-être cogner un petit peu, mais c'est chez nous que ça cogne. Alors, on a parlé forcément, on va parler de rôle, de valeur et de distinction, mais ici, c'est comment est-ce qu'on peut identifier une nouvelle fondation du paysage marketing. Donc, c'est quoi le rôle du marketing? On va passer à travers ça. S'ajuster, puis à la fois créer plus de valeur. Donc, comment est-ce qu'on solidifie notre marketing en créant davantage de valeur? Puis finalement, comment est-ce qu'on arrive à distinguer pour ne pas ressembler à tout le monde? Donc, c'est par la perception. Et puis aussi, c'est bien, on voit que tout le monde fait de l'empathie en ce moment. C'est presque devenu un gag. Là. Il y a des vidéos sur YouTube qui roulent. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Oui, demeurer empathique, mais être davantage pertinent par rapport à ce qu'on a à offrir, nous. Alors, au niveau des rôles, il y en a 4 importants. On va passer à travers parce que à partir du moment où on maîtrise ça, on est capable de vraiment creuser dans le marketing puis de lui donner toute sa valeur puis de le faire fonctionner à notre avantage. Alors, c'est d'abord une stratégie de commercialisation. Longtemps, on a entendu parler des 4P, prix, produit, promotion, puis évidemment, en anglais, c'est un autre mot, là, mais c'est distribution en français. Mais aujourd'hui, on en rajoute un 5e, c'est people. Ce sont les gens. On voit que la marque employeur prend de plus en plus d'importance. Les ressources humaines dans l'attraction et la rétention de talents, mais comment faire vivre une marque également auprès de ses employés devient de plus en plus important. Et je vous dirais que dans un contexte de COVID où la santé-sécurité devient cruciale, bien, la santé-sécurité devient une composante de l'expérience de marque. Donc, c'est des nouvelles réalités marketing qu'on n'avait pas avant. Mais donc, les gens aujourd'hui deviennent une composante importante de la formule marketing. La semaine dernière, c'était sur les ventes, puis souvent, les gens me disent « Ouais, mais c'est quoi la différence entre les ventes et le marketing? » Bien, il y a clairement une différence entre les deux. Moi, je trouve que les ventes sont intégrées au marketing. Ils sont un outil essentiel au marketing et non pas l'inverse. Je vais revenir tout à l'heure sur ce sujet-là, mais on pense que ce sont les ventes qui dictent le marketing, puis ça ne devrait pas. Puis ça a peut-être été le cas dans le passé, mais on va voir aujourd'hui, puis ça fait plusieurs années, c'est plus vrai, on ne peut plus fonctionner comme ça parce qu'on n'a pas toujours le bon pouls du marché. Or, les gens des ventes
sont essentiels parce qu'ils ont tellement d'informations, ce sont eux qui parlent à plein de gens, que les gens à l'intérieur de l'entreprise ne parlent pas non plus, donc ils sont une source d'informations précieuse. Donc, la stratégie de commercialisation, elle est vraiment, vraiment importante en termes de rôle. C'est une stratégie de commercialisation. Le marketing également, c'est un allié à la stratégie d'affaires. Elle est là pour contribuer à réaliser les objectifs d'affaires. Donc, si jamais vous travaillez avec du monde en marketing qui ne pose aucune question sur le plan d'affaires ou la stratégie de croissance, vous devriez commencer à vous en méfier parce que c'est impossible qu'on réfléchisse à du marketing sans s'aligner là-dessus. Le marketing est là pour aider à répondre aux objectifs, donc à aider les ventes, à aider un paquet d'acteurs dans l'organisation. Donc, il faut s'intéresser puis mettre le nez dans les plans d'affaires et les stratégies de croissance des organisations si on veut faire un bon marketing. Le marketing, ce n'est pas un beau logo, ce n'est pas de la publicité, puis ce n'est pas exclusivement de la communication. Si on s'arrête à ça, on limite le potentiel de performance que le marketing peut avoir pour notre organisation. Troisième rôle important, c'est une courroie de transmission. Donc, autrefois, c'est là que je vais revenir aussi aux ventes et tout ça, c'est que la R&D dictait le développement de l'offre. Puis quand on regarde comment les startups fonctionnent aujourd'hui, c'est normal. Vous créez quelque chose, vous inventez quelque chose de génial, mais est-ce que cette invention-là, elle est prête à être reçue dans le marché? Donc, c'est là qu'il va aller chercher le pouls du marché pour dire, bien, comment est-ce que, puis moi je le dis souvent, comment est-ce qu'on peut transformer votre roche en diamant? Parce que c'est génial ce que vous avez créé, mais ce qui est façonné pour être commercialisé, sans modifier l'innovation, mais pour qu'il soit séduisant au maximum, puis que vous ayez chercher une masse critique rapidement et donc une croissance rapide. Donc, c'est là que si la R&D travaille de manière isolée et insulaire, ça peut devenir dangereux parce que est-ce qu'on a le pouls du marché finalement? Donc, cette courroie de transmission-là, elle nous permet d'aller chercher de l'information de l'externe. Avant, les gens, il n'y avait pas de voix. Je veux dire, on n'avait pas Internet. Les entreprises fonctionnaient de manière pareille, toutes pareilles. Elles imposaient, puis les consommateurs ou le end-user, peu importe si c'est du B2C ou du B2C, obéissaient. Aujourd'hui, et ça, c'est depuis Internet, ça, c'est le end-user, c'est l'utilisateur final, que ce soit un produit, un service, comme je le disais, une entreprise ou un individu, qui a le pouvoir. C'est lui qui décide si une entreprise va performer ou pas. Puis là, après ça, évidemment, on connaît comment on dit, l'arme à double tranchant des médias sociaux. Donc, quand ça plaît, c'est bien, mais quand ça ne plaît pas, ils sont capables de tuer une entreprise facilement. Alors, la R&D est devenue impossible de fonctionner à circuit fermé. D'où l'importance de capitaliser sur la donnée. Nous, on a développé justement le service de données Insight chez LG2 parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui en ont besoin pour justement comprendre comment évolue le marché pour adapter mon offre en fonction de la demande. Donc, les rôles se sont inversés. La R&D ne peut plus fonctionner de manière isolée. Et il est essentiel de considérer cette donnée-là, qu'elle soit quantitative, qualitative, d'aller la chercher. On pourra reparler aussi de comment aller la chercher. Ce n'est pas tout le monde qui a des millions de dollars pour payer des entreprises qui font de la recherche, mais aller dans la rue, poser des questions à des gens, c'est une forme de recherche également. Donc, il faut accepter d'être poreux comme entreprise et de se faire contaminer d'informations venant de l'externe pour optimiser justement notre R&D. Donc, important que le marketing serve à ça. C'est une importante courroie de transmission entre l'interne et l'externe. Finalement, le dernier rôle qui va aussi avec la courroie de transmission, c'est que c'est un thermomètre d'évaluation de marketing. Ça vous permet d'avoir le pouls de la situation. Vous avez lancé quelque chose, ça marche-tu, ça ne marche pas? Comment j'ai besoin d'évoluer? Peut-être que mon produit fonctionne très bien, mais il y a un angle stratégique que je n'ai pas utilisé pour le commercialiser qui me donnerait un avantage concurrentiel ou qui irait chercher une préférence importante chez les consommateurs ou ma cible finalement à rejoindre. Donc, ça nous donne un indicateur des mouvements de marché. Ça nous indique également comment se passent les comportements, les changements de comportement, de consommation, d'achat, etc., les changements de perspective. Et c'est là-dedans qu'il faut naviguer. Il faut surfer là-dessus. Au lieu de voir ça comme un problème, il y a toujours moyen de voir une opportunité dans le changement. Donc, c'est important de toujours avoir ce pouls de marché-là pour voir est-ce que mon offre est encore pertinente. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer son offre, il faut peut-être changer la manière dont la package pour aller dans le marché. C'est là la puissance du marketing. Okay? Donc, si je reviens, puis je veux stresser ces deux derniers rôles-là, la courroie de transmission et le thermomètre d'évaluation, parce que c'est vraiment ça qui va aussi nous permettre d'aller créer de la valeur. Donc, comme on le disait, c'est important, c'est une stratégie de commercialisation. Il faut se coller au plan d'affaires et aux stratégies d'affaires, mais
c'est vraiment les deux derniers rôles qui vont faire en sorte qu'on va aller chercher toute la puissance que peut donner le marketing pour l'organisation, c'est-à-dire se coller à ce qui se passe dans le marché et dans la tête des consommateurs ou des entreprises que nous ciblons. Donc, ces deux derniers-là ont des vecteurs de créateurs de valeur. Donc, la valeur à créer, présentement, clairement, la crise, pour moi, c'est une opportunité, surtout en travaillant en innovation, parce que l'innovation se nourrit de besoins humains. Donc, la crise a provoqué, évidemment, une éclosion d'un large éventail de besoins humains en tout genre, des nouveaux ou des besoins qui étaient refoulés. Et puis, je vous dirais que tout d'un coup, on prend conscience de nos émotions, de notre vulnérabilité et de nos sens. Ça a jamais, on dirait que ça n'a jamais eu lieu, autant sur le plan individuel que collectif. Puis comme je le disais, je trouve que ça tombe bien parce que l'innovation nourrit de besoins humains, mais le marketing aussi. Donc, c'est un moment parfait pour se réimaginer ou réimaginer la manière de se commercialiser. Puis c'est une opportunité tout simplement pour s'ajuster. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver pour évaluer sa pertinence et d'assurer justement sa pérennité? Donc, ici, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui va changer. C'est là-dessus qu'il faut aller puiser les sources de valeur ajoutée qu'on peut aller chercher. Ça ne plaît pas à tout le monde le changement. Là, si on s'adresse majoritairement à des startups, c'est sûr que vous autres, ça vous fait moins peur, mais il y a une opportunité à aller puiser dans le changement. Il ne faut pas avoir peur de ça. Si on regarde justement, on retourne toujours dans le passé pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre. On ne dit pas que le passé dicte l'avenir, mais il y a toujours des petites leçons à en tirer. Donc, on a regardé qu'est-ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une reprise ou quoi que ce soit. C'est sûr que les contextes sont extrêmement différents. Je veux dire, il y avait un boom de l'automobile puis du logement, ce qui ne sera pas du tout le cas aujourd'hui, mais ils ont vu où ils étaient capables d'aller chercher des opportunités. C'est sûr que c'était un temps de hyper-consommation, mais c'était quand même assez intéressant. Je ne vais pas passer à travers au complet, mais si on fait le parallèle avec aujourd'hui, ce qui se passe post-COVID, on peut voir qu'il va y avoir une consommation probablement plus intelligente. On le voit déjà, les gens ont le temps de réfléchir. Et je vais vous donner une ligne tout à l'heure, je vais même je ne vais pas vous la dire tout de suite, je vais la dire tout à l'heure, mais c'est incroyable comment on peut devenir plus pertinent parce que justement, les gens prennent le temps de mieux magasiner. Ils vont acheter probablement des choses plus durables. Bien que beaucoup de gens aient diminué au niveau de leur revenu discrétionnaire, il y en a beaucoup qui vont choisir d'acheter des choses un peu plus chères parce que ça a une plus grande durée de vie. Donc, il y a un changement positif à ce niveau-là. Il va y avoir probablement un boom en sédentarité, oui, des faibles taux d'inflation. Les grandes entreprises vont devenir plus grandes parce que la notion de confiance, le trust devient très, très, très important. Donc, oui, autant avant, il y avait des petites entreprises, mais aujourd'hui, excuse-moi, il ne faut juste pas faire de bruit. On va avoir une plus grande polarisation des inégalités également. Des plateformes sociales deviennent de plus en plus dangereuses alors que avant, c'était la télévision qui dictait, mais c'est un seul sens de communication. Aujourd'hui, je le mentionnais tout à l'heure, ce sont les plateformes sociales qui vont un petit peu façonner le comportement de consommation économique. Là, on le voit comment ça joue à travers les médias également. Quelles opportunités on peut en tirer là-dedans? Ben, il y en a un paquet. C'est sûr qu'on peut tirer des opportunités par les faits qu'on vient de citer, mais si on regarde la liste de choses que ça peut amener, la limite des infrastructures digitales, comment est-ce qu'on est capable de puiser une opportunité là-dedans? On étire ce qui existe actuellement. Il va falloir se réinventer à ce niveau-là. L'intensification de la maladie mentale, c'est un malheur, c'est sûr, mais il y a des opportunités pour voir comment est-ce qu'on est capable de venir en aide à ce niveau-là. Le cashless, le do-it-yourself, c'est toutes des choses des entreprises. On a parlé à des grandes entreprises au Québec où ils ont besoin d'avoir des techniciens à domicile. Là, les techniciens ne peuvent pas rentrer. Fait comment ils accélèrent des innovations qui étaient dans leur tiroir, qui disaient, ça, on va mettre ça dans nos plans d'affaires à venir. Non, là, il faut qu'ils le fassent maintenant. Puis en l'essayant un peu tout croche, ils voient que ça marche. Fait que, ils font juste évoluer plus vite en capitalisant sur une situation. Ça ne veut pas dire qu'on profite des autres, mais ça veut dire qu'on fait juste, excusez-moi, mais on se déniaise un peu plus vite, puis ça porte fruit. Donc, il y en a des tonnes de vecteurs d'opportunités qu'on peut trouver pour justement se créer de la valeur. Ça, c'est une de mes phrases préférées qui vient de Yvon Chouinard, puis il dit « Les gens deviennent moins cons en temps de crise ». Lui, il s'est aperçu, là où il a fait son meilleur chiffre, c'est pendant la crise de 2008-2009,
parce que les gens se posent la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose? Et je vais payer peut-être un petit peu plus cher pour l'avoir parce que j'aurai moins besoin de la racheter bientôt. Donc, à long terme, ça va me coûter moins cher. Je trouve que c'est extrêmement intelligent comme commentaire parce qu'effectivement, il y a une opportunité à aller chercher des meilleurs consommateurs aussi. On l'a vu dans beaucoup d'entreprises, les gens qui achetaient à crédit ont disparu, il y a une meilleure qualité de clientèle. Donc, il y a une opportunité à ce niveau-là également. Et ce que ça veut dire, par contre, c'est qu'il faut gagner en pertinence. Il faut que, par rapport à vos concurrents, vous créez de la préférence. Oui, ça se fait sur le plan émotif, mais il faut que votre produit, votre service, votre offre, votre portfolio soit perçu comme étant plus pertinent que les autres. Ça se travaille. Ça ne veut pas dire qu'il faut injecter de la nouveauté dans son offre, mais ça veut dire qu'on peut le marketer différemment pour créer davantage de pertinence. Et il faut le faire en allant puiser dans des nouveaux besoins. Donc, cette pertinence-là, oui, elle va créer de l'empathie parce que vous êtes à propos des autres, mais vous n'avez pas un discours d'empathie comme beaucoup de gens le font et puis que maintenant, on devient de plus en plus insensible parce qu'on le voit beaucoup. Et évidemment, gagner en pertinence dans le New Normal. Alors, le New Normal, on en parle beaucoup. Il est différent pour tout le monde parce que chaque organisation est différente, mais tout le monde doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Donc, c'est important de vraiment miser sur de nouveaux besoins humains émergents et réimaginer les entreprises qu'on va filtrer par ces besoins-là. Donc, des besoins humains, par exemple, ça, c'est vraiment une courte série. Là. Il y en a, on peut en imaginer plein. Puis, c'est des sessions de travail qui font qu'on les imagine. C'est la réévaluation des priorités personnelles, professionnelles. Comment on va chercher un équilibre travail-famille? Ah, la technologie peut rentrer là-dedans. Psychologie peut rentrer là-dedans. L'architecture peut rentrer là-dedans. L'expérience peut rentrer là-dedans. Renforcement de l'engagement familial, le contrôle, l'apaisement de l'anxiété chronique, le retour du staycation. Je veux dire, on regarde aujourd'hui les quincailleries. Je veux dire, il y a de la rupture de stock dans les graines de jardinage, dans les râteaux, dans la peinture. Donc, je veux dire, c'est incroyable. On pensait pas ça. L'année prochaine, ça va être pareil. Donc, comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus, etc., etc. Il y en a des tonnes. Voici juste une liste de besoins qu'on est capable d'identifier suite à des impacts du COVID. Donc, en voici quelques-uns. Je ne vais pas passer à travers, mais on peut en trouver à l'infini. Ce qui est important, je vous dirais, c'est d'identifier les bons après qui vont servir à votre entreprise. Donc, c'est vraiment il y a 4 étapes dans cette démarche-là pour créer la valeur. C'est comment, d'abord de comprendre comment identifier les besoins et les comportements de vos publics cibles. Vous avez sûrement différents publics cibles. Il y en a, c'est des entreprises. Dans les entreprises, c'est-tu des acheteurs? Est-ce que c'est le CEO, votre client? Est-ce que c'est le gars des TI? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, quelqu'un des achats? Est-ce que votre public cible, c'est un consommateur? Des fois, des différents profils de consommateurs. Donc, différentes séries de besoins à identifier pour ces gens-là également. Puis c'est correct d'en avoir différents parce que tout le monde est différent. Alors, c'est important d'identifier les bons en fonction de vos différents publics cibles et de les séparer en fonction de vos cibles également, si c'est nécessaire. Donc, je vais vous partager aujourd'hui un tableau que vous pourrez réutiliser et à travers les 4 manières comment créer de la valeur à travers ces besoins-là, je vous ai mis des petits chiffres pour qu'à chaque fois qu'on parle d'un des 4 des 4 moyens d'y arriver, les cases correspondantes sont identifiées dans le tableau. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de propriété intellectuelle derrière ça. C'est un outil qui a été développé juste pour nous aider, nous, à travailler avec nos clients sur comment on identifie ces nouveaux besoins-là. Alors, je vais juste revenir en arrière. Donc, pour comprendre et identifier le besoin, excusez-moi, il est en anglais, mais dans les cases, on a New Needs, Motivation, Drivers and Mindset. Donc, l'important, c'est de se mettre dans la peau des autres. C'est là qu'il faut devenir empathique. Il faut oublier quelles sont nos croyances, nos perspectives, ce que nous, on pense. Parce que si on pense juste à nous-mêmes, c'est là qu'on fait comme de la R&D, puis on devient insulaire, puis on oublie ce que les autres peuvent penser. C'est pas à nous qu'il faut vendre, c'est aux autres. Donc, c'est important de vraiment se mettre dans les culottes des autres et se dire qu'est-ce qu'ils vivent, ces gens-là. OK? Donc, c'est à peu près ça. Après ça, c'est quoi si on va vers la droite, c'est quoi les nouveaux comportements? À partir du moment où j'ai un nouveau besoin, comment est-ce que je me comporte? Donc, encore une fois, c'est de se projeter dans la vie de quelqu'un d'autre pour essayer de comprendre comment ça se manifeste chez eux. Puis finalement, en bas à gauche, le troisième 1,
c'est le spectrum of needs. Des fois, il y a plusieurs besoins, puis on est capable de les regrouper entre eux. Donc, ça facilite un peu comment on est capable de les aborder, parce que des fois, on en a juste trop, puis trop, c'est comme passé, là, on se mélange. Fait que des fois, on peut faire de regroupements, puis on voit qu'on a des champs de besoins qui sont identifiés, puis ça facilite un petit peu la manière de les adresser par la suite. La deuxième étape, une fois qu'on a compris, c'est comment on l'analyse. Donc, saisir comment l'offre peut pas être bonifiée, mais capitaliser là-dessus. Donc, c'est là que vous prenez votre portfolio, puis c'est comme si vous le filtrez là-dedans. Donc, on retourne au tableau, et puis là, moi, je ne vois pas là à droite parce qu'il y a un écran, mais je pense que c'est ça. C'est les new drivers. Donc, qu'est-ce que ça m'amène? C'est quoi les opportunités que je peux aller chercher là-dedans? Donc, c'est quoi les problèmes que je suis capable d'identifier à résoudre? Parce que souvent, il y a des opportunités à travers des problèmes. Donc, le besoin correspond à quel problème, puis le problème me donne quelle opportunité. Et donc, ça me donne également peut-être des vecteurs de croissance clairement identifiés. Puis finalement, quels produits et services que j'ai déjà au sein de mon portfolio qu'on peut mettre en valeur et qui vont contribuer à répondre à ces besoins-là? Est-ce que je ramène une modification? Est-ce que je réimagine au complet? Est-ce que je l'itère? Ou est-ce que je fais juste changer mon marketing ou adapter mon marketing pour mettre en valeur la réponse à ces besoins-là qu'on a identifiés et sur lesquels on a décidé de tabler? Okay? Troisième étape, diagnostiquer. Donc, identifier la vraie valeur à extraire en priorisant le portfolio, comme j'ai dit, en ajoutant des bénéfices, en modifiant les attributs, puis en revoyant la distribution. Est-ce que j'envoie mes produits par les bons canaux? On l'a vu, je vous donne juste un exemple, La Cage, qui est un de nos clients qui souffre énormément, évidemment. Eux, ils ont vu une opportunité, ils ont développé la cage physique, ils ont depuis toujours, mais là, ils sont en train de développer la cage virtuelle, puis ils distribuent. Fait qu'ils produisent, puis ils distribuent à travers un nouveau canal qu'ils n'avaient pas imaginé avant. Donc, ils répondent à un besoin, mais en même temps, ils se sont adaptés, ils ne se sont pas révolutionnés. C'est sûr que ça ne leur rapporte pas ce que ça rapporte d'habitude, mais c'est une manière de se redresser puis de réimaginer sa réalité en s'adaptant à des nouveaux besoins de marché. Donc, si on regarde le tableau, donc les opportunités pour la création de valeur, en mettant de l'avant des caractéristiques de votre entreprise extrêmement claires qui sont déjà existantes. Donc, encore une fois, le but, c'est se réimaginer, c'est partir à partir de ce qu'on a, c'est pas de tout mettre à la poubelle et puis de recommencer. C'est beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux. Et finalement, comment on priorise? Donc, à travers tous les choix que vous allez trouver, c'est comment est-ce qu'on crée ce pipeline-là, puis on se dit, bien, dans quel ordre est-ce que je veux commercialiser ça? Qu'est-ce qui va me rapporter plus au début? Ou est-ce que justement, j'ai besoin de le faire de manière séquentielle? Donc, les réponses varient en fonction des choix que vous aurez faits. Mais c'est une manière rapide, encore une fois, de créer de la valeur sans tout révolutionner et être capable d'estimer ce que ça peut nous rapporter également. Puis finalement, c'est le déployer. Donc, c'est identifier la valeur à créer en révisant son positionnement et ses communications. Donc, c'est sûr que c'est le layer, je vous dirais, je l'appelle le plus facile parce qu'il est il est souvent le moins coûteux et il est plus facile à changer rapidement. Mais il faut passer à travers les exercices de besoin pour le faire parce qu'il faut corriger de manière intelligente pour créer davantage de pertinence aux yeux de nos publics cibles et donc de valeur. C'est ça. Donc, ça, c'était le dernier point. Donc, quels moyens de communication marketing on met de l'avant pour mettre en marché et commercialiser cette valeur ajoutée-là, issue des nouveaux besoins qu'on aurait identifiés. Je vais vous partager un petit cas de Mondelez, qui est une énorme entreprise. C'est sûr que ce n'est pas une start-up, ce n'est pas une moyenne non plus, mais je la trouve intéressante parce que je me dis, si une grosse entreprise comme ça est capable de se retourner rapidement, n'importe qui est capable de le faire. Et Mondelez, qui est la division, en fait, c'est l'ancien Kraft, je pense que je l'ai ici, voilà. Donc, toutes ces marques-là que vous connaissez, c'est Mondelez. On connaît mal l'entreprise. Avant, c'était Kraft. Tous les snacks de Kraft ont été vendus, je dirais, à une compagnie qui s'appelle Mondelez. Donc, le président de Mondelez Canada est un Québécois qui a fait toute sa carrière, Martin Parent, dans des grandes entreprises à travers le monde, Mars, il a toujours été dans le snacking et tout ça. Et il a vraiment, selon moi, fonctionné comme avec une mentalité de start-up, c'est-à-dire qu'eux, quand ils ont vu la crise arriver, il a vraiment fallu qu'ils se redressent
et ils ont décidé de capitaliser sur les nouveaux besoins. Les gens allaient être chez eux. Quand les gens sont nerveux, ils mangent. Fait que c'est sûr qu'il allait y avoir une croissance dans le snacking de manière majeure, mais ils ont eu peur de voir leur approvisionnement aussi secoué parce que tout était ralenti, les frontières sont fermées, donc eux, s'ils n'ont pas leur matière première, ils ne peuvent pas produire. Donc, ils ont décidé de revoir leur portfolio au complet et ils ont dit, excusez l'expression, mais ils ont coupé dans le gras, c'est pas dit dans ce genre-là, mais ils ont dit sur quels besoins on a besoin de capitaliser. Fait qu'ils ont vraiment fait cet exercice-là, ils ont identifié les besoins émergents, ceux qui étaient les plus viscéraux chez les gens, ceux sur lesquels ils étaient capables de gagner en pertinence en adaptant leur offre et aussi en adaptant leur marketing. Et ils ont coupé dans, je pense, plus de 40% de leur portfolio pour que la chaîne de production et d'approvisionnement soit adaptée. Et ils ont gardé juste les produits, évidemment, qui risquent de plus performer dans le marché en regardant le comportement, justement, en se servant de cette courroie de transmission-là, puis le baromètre, la température là, de marché dont je vous disais. Et c'est comme ça qu'ils ont révisé comment ils allaient revoir leur portfolio, mais également se commercialiser. Donc, ils sont actuellement, en ce moment, en train de revoir des claims sur des emballages. Ils sont en train de revoir certains éléments au niveau de leur réseau de distribution. Ils sont en train de revoir certainement le marketing, donc comment commercialiser de manière plutôt en publicité, en communication marketing, la valeur ajoutée de certains de leurs produits pour mettre en lumière des aspects peut-être qu'ils n'auraient jamais fait avant, mais qui aujourd'hui répondent à des besoins et donc va créer de la préférence et donc va faire en sorte que ce produit-là va probablement être choisi plus qu'un autre. Donc, c'est une démarche que, comme je le disais, n'importe qui peut faire, qu'on soit petit, grand, peu importe l'industrie dans laquelle on évolue, la démarche, elle est la même pour tout le monde. Moi, j'invite tout le monde également à le faire en équipe, puis faites-le avec des gens qui ne sont pas comme vous, parce que si vous le faites avec des gens comme vous allez arriver rapidement aux mêmes conclusions tout le monde. Et dans ce temps-là, je trouve que ce n'est pas bon signe. Donc, allez chercher si vos conseils d'administration, des gens à qui vous avez confiance, qui comprennent votre organisation, qui sont capables de vous faire cheminer puis vous brasser dans le bon sens également. Mais vous allez voir, c'est vraiment intéressant de puiser dans les besoins humains pour créer de la valeur. C'est un exercice qui est le fun, c'est déstabilisant parce que c'est pas rationnel ou scientifique, mais ça nous permet vraiment de se mettre dans la peau des autres et de comprendre comment on peut capitaliser sur ces temps difficiles, finalement. Je vous dirais que ben ça c'était Mondelez, je vais juste le reprendre. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, Mondelez, quand tu es venu dans la phase de comprendre, ils ont vu qu'il y avait du repli, de l'insécurité, de la méfiance, un retour vers le passé, c'est normal, avec le repli, on fait un refoulement, la frustration, de l'hédonisme, j'ai besoin de me faire plaisir. On voit en temps de crise, les ventes de rouge à lèvres lèvres tout le temps, besoin de récompense. Donc, eux, ils ont vu dans le snacking l'avantage de faire ça. Quand ils ont analysé, ils ont décidé d'offrir de la confiance et du plaisir. C'est comme ça qu'ils ont résumé comment est-ce que je peux répondre à des besoins. J'offre de la confiance, j'offre du plaisir. Le trust, on l'a dit, ça revient, grosse entreprise. Donc, ils capitalisent là-dessus plutôt que, oui, il y a le local et tout ça qui est bon également, mais il y a les deux. Il y a le diagnostic. Donc, encore une fois, ils ont revu le portfolio, ils ont revu les informations sur les emballages et aussi, évidemment, la stratégie de marque employeur parce qu'ils ont des usines, donc la santé et sécurité, c'est précieux pour continuer la productivité. Puis finalement, dans le déploiement, je le mentionnais, des campagnes de produits très staple, des produits basiques qu'on a toujours vus dans nos placards. C'est ça qui rassure en ce moment. Donc, comment les remettre en lumière puis leur donner des angles stratégiques que peut-être les gens ne voyaient pas avant. Et puis, c'est à peu près ça. Donc, la stratégie de déploiement, mais aussi donc nourrir cette notion de plaisir et de confiance pour créer de la préférence. Donc, eux, je l'ai dit, ils ont diminué leur portfolio de 40 %. Je n'ai pas le droit de donner leur croissance en profitabilité depuis, mais elle est à l'exponentielle. La confiance accrue auprès des employés entrés au travail, on disait comment c'est important. Et ce que ça leur a permis de faire, c'est qu'ils ont solidifié des relations aussi. Ça, ce n'est pas à sous-estimer en temps de crise, les relations avec nos partenaires d'affaires, que ce soit des gens, des fournisseurs, ou que ce soit des intrants ou des sortants. C'est important de solidifier ces relations-là. On le voit dans d'autres clients, il y avait besoin de services de livraison, les livreurs ont fait faillite. Comment tu te retournes de bord rapidement pour que ton entreprise continue à fonctionner? Mais quand tu as des relations proches avec tes partenaires d'affaires,
bien, ils vont te rendre service à toi d'abord ou avant d'autres. Donc, dans des temps de crise, c'est important de travailler nos relations aussi. Tout le monde a ces besoins-là. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont fait que je trouve qui est admirable. Toute entreprise de toute taille devrait être en mesure de le faire. Donc, vraiment important d'aller regarder tout le 360 de comment on est capable de se créer de la valeur, oui, dans nos ventes et dans nos résultats, mais aussi dans nos fonctionnements. Et ça, c'est une leçon que moi, j'ai reçue en parlant beaucoup avec Mondelez sur solidifier ça, en allant puiser dans les besoins émergents aussi des partenaires d'affaires et des fournisseurs pour solidifier ces relations-là. Je vous dirais vraiment, ce qui est à retenir, c'est que le marketing, encore une fois, c'est une arme bidirectionnelle. Donc, on ne peut pas développer, que ce soit son produit ou développer son marketing sans tenir compte du pouls du marché. On a plein de nouveaux besoins. On le dit, une crise, ça crée une émergence de besoins. On a un plateau d'argent devant nous. Il faut aller jouer dedans, il faut aller puiser justement les besoins qui nous semblent les plus pertinents pour créer notre valeur. La distinction, oui, c'est par... on parle d'empathie, là, il faut aller la chercher, l'empathie, mais l'empathie, on va surtout la chercher pas en disant je sais que c'est difficile pour toi, je pense à toi en temps de crise, c'est de dire j'ai compris ce que tu as besoin, voici mon offre. Ça, c'est de la vraie empathie, c'est de comprendre les autres. Donc oui, il faut que mon produit, sur le plan rationnel et fonctionnel, comble un besoin d'utilisation ou qu'il y ait une fonction précise, mais aussi sur le plan émotionnel pour vraiment mettre en valeur à travers le marketing des attributs extrêmement concrets qui comblent ces besoins émotifs-là qu'on aurait préalablement identifiés. Puis finalement, bien, la valeur créée, bien, elle est déterminée par l'acheteur. Fait que c'est important que cette notion de pertinence-là soit super importante et très bien véhiculée à travers le marketing pour que vous créez de la préférence de votre produit dans son esprit et que lui pose le geste parce que la valeur créée, elle est seulement créée à partir du moment où il a acheté le produit. Donc, d'où l'importance vraiment de puiser dans les besoins. Et tout ça me ramène justement, si la valeur est créée par l'acheteur ultime, que ce soit une entreprise ou un consommateur unique, bien, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir au marketing parce que le marketing nous donne le pouls de cet individu-là. Donc, c'est un cercle vicieux qui est continuel. Donc, le marketing, comme je le disais tout à l'heure, il ne change pas nécessairement, mais il évolue constamment parce que le comportement citoyen évolue constamment aujourd'hui. Alors, on va la chercher par être dans le marché, par la donnée, qu'elle soit quantitative ou qualitative. Il y a toutes sortes de techniques qui existent pour aller la chercher à faible coût. Clairement, what got you here won't get you there. Par contre, il y a toujours besoin d'apprendre du passé. Mais clairement, si on continue à faire la même chose, bon, on va arriver avec les mêmes résultats. La société évolue, on ne peut pas continuer à faire les choses de la même manière. Et la meilleure chose qu'on pense faire soi-même n'est pas toujours ce que le marché a besoin. Comme je fais juste le répéter, il ne faut pas faire les choses en fonction de ce que nous, on pense. Il faut faire en fonction de qu'est-ce que le monde veut. Donc, encore une fois, on a besoin du marketing pour ça. Et puis, ça veut dire qu'il faut oublier son ego quand on a besoin de se réimaginer, imaginer son marketing parce qu'on le fait pour les autres, on ne le fait pas pour soi. Alors, ça demande beaucoup de s'oublier et d'être capable de se mettre dans les culottes des autres pour comprendre quelle est la réalité, qu'est-ce qu'ils vivent, quels sont les besoins émergents et quelles opportunités on peut en tirer en capitalisant sur ce qu'on a déjà, puis en réimaginant certaines choses. Donc, le but, c'est vraiment pas de tout revoir, mais c'est de dire, sont où les vecteurs de croissance dans ce que j'ai aujourd'hui et c'est quoi les petits ajustements que je peux apporter pour me réimaginer mon marketing. Donc, ça se fait en allant puiser dans des nouveaux besoins. Donc, je pense que ça fait le tour. Puis finalement, ben, si une grosse entreprise, un gros paquebot peut le faire, je pense que n'importe qui peut le faire à partir du moment où il prend la bonne démarche et puis qu'encore une fois, il s'oublie puis qu'il pense au marché d'abord. Alors voilà. J'espère que j'aurai un petit peu d'avance, 4 minutes d'avance. Samuel, est-ce que je te repasse la parole? Oui, on va passer à la période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez soit lever votre main, la poser dans le chat ou dans le Q&A. N'hésitez pas. Est-ce que tu veux que je sorte? Ah, c'est fait. OK. Est-ce
Est-ce que je peux me permettre une question déjà, moi? Oui, bien sûr. Oui. En fait, on a peut-être parlé à travers toute la conférence tout à l'heure, mais je pense que c'est comme un réflexe que les entreprises, petites ou grandes, décident d'aller dark pendant les crises. Bon, quand tu es une start-up, tu regardes ton runway, ton burn rate, tu dis, bon, ben là, ça ne sert pas à grand-chose, j'arrête d'investir dans le marketing. Est-ce que tu recommandes ça? Des entreprises se disent, ben, je ne ferai pas d'action marketing parce que de toute façon, les gens ne sont pas à l'écoute. Puis, ben, moi, je n'ai pas tant les moyens de le faire. Ouais. Donc, c'est une bonne question. C'est sûr que le premier réflexe, c'est de figer puis tout arrêter. Puis c'est une très bonne question parce qu'on a des clients de différentes tailles qui ont figé puis qui le regrettent. Donc, et la réaction, elle était normale, puis elle vient du fait qu'on pense que le monde va s'arrêter, fait que nous aussi, il faut qu'on s'arrête. Mais non. Donc, je pense que c'est une erreur de tout arrêter, de ralentir un peu peut-être pour se réajuster. Mais il y a même un client un jour qui m'a appelé, qui est dans le domaine du cosmétique, puis qui dit, ben là, je vais-tu dans la circulaire de Jean Coutu ou pas? J'ai l'impression que j'exploite le monde. J'ai dit, non. J'ai dit, les gens ils ont besoin de ce petit produit-là en ce moment, ça va leur faire du bien. Fait que commercialise-le de manière justement à ne pas avoir l'air de capitaliser sur le malheur des autres, mais non, il ne faut pas arrêter. Puis ça a été une bonne décision pour cette entreprise-là. C'est clairement démontré aussi au fil du temps, à travers différentes crises dans le passé, que ça fait beaucoup plus mal d'arrêter que de reprendre et c'est beaucoup plus coûteux et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, la clé est dans le maintien, je dirais, plutôt que dans l'arrêt, parce que ça fait plus mal arrêter que de continuer judicieusement. OK. Merci. Il y a McKinsey, entre autres, qui ont publié des tableaux d'impact justement à tout arrêter. Puis, je veux dire, les graphiques ne sont pas beaux, là, ça fait mal. Puis, on voit que la reprise est d'autant plus douloureuse pour ces organisations-là, petites ou grandes. Pour l'instant, on n'a pas encore de questions. Moi, j'en ai une, donc je vais profiter de ce temps-là. Je me demande comment on fait pour aller chercher le pouls du marché. Évidemment, le besoin, c'est super intéressant, mais je me mets à la place d'une start-up selon son stade. Il n'y en a peut-être pas encore de clients ou pas encore. Puis là, en plus, tout le monde est en mode virtuel. Ça serait quoi tes conseils quand même pour aller chercher, puiser dans le besoin actuel? OK. Très bien, bonne question. Donc, probablement que cette jeune start-up-là, par exemple, a son innovation et elle a probablement déjà déterminé qui vont être ses publics cibles, à qui elle va vouloir approcher pour vendre son produit. Donc, il y a probablement déjà un profil de cible qui a été défini. Maintenant, si on est capable de mettre un corps autour de ça puis de se projeter dans ce corps-là, moi, je pense que c'est vraiment ça l'exercice à faire. Puis se dire, ben tu sais, moi, je me dis toujours, si j'ai besoin de me mettre dans le corps d'un monsieur de 60 ans, là, c'est sûr que je ne serai jamais capable à 100%, mais je peux aller parler à des messieurs de 60 ans. Il y en a plein, tu sais. Donc, le but, c'est justement, d'essayer de voir, ils peuvent, s'ils ont des futurs clients ou ils ont des contacts à ce niveau-là, faites des entrevues avec des gens, allez parler à du monde. C'est un des meilleurs moyens. Les gens de différentes générations aussi ont une fibre sociale différente. Donc, quelqu'un de notre génération, on est plus capable de l'analyser plus facilement, mais comme je disais, si moi j'ai besoin de penser à quelqu'un d'une génération plus vieille, ben il n'a pas évolué dans un même contexte économique quand il était plus jeune. Donc, c'est quoi ses perspectives? C'est quoi ses croyances? C'est quoi qui est important pour lui? C'est quoi ses besoins? Donc, c'est à travers des discussions comme ça qu'on est capable de comprendre les gens plutôt que de faire des suppositions. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, parler à du monde, aller sur le terrain. Un vox pop dans la rue, c'est une forme de recherche. Un SurveyMonkey, c'est une forme de recherche. Donc, des fois, ce n'est pas quantitatif parce qu'on n'a pas une masse qui représente un échantillon X, mais il y a toujours moyen d'aller chercher de l'information à tout niveau, de manière très, très, très peu coûteuse, mais il faut y aller. Sinon, on est trop dans les suppositions, puis ça peut être dangereux. Oui, tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je vois qu'on a reçu une autre question. Oui, c'est Eric, c'est ça?
Est-ce que l'on prépare un nouveau plan marketing en conservant top of mind qu'une autre crise peut se préparer? La prochaine vague de COVID, par exemple, pardon. Excuse-moi, Alexandra, je n'ai pas compris le début de la question. Alors, est-ce que l'on prépare un nouveau plan marketing en conservant top of mind qu'une autre crise peut se préparer? La prochaine vague de COVID, par exemple. Oui, ben, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y en ait une autre. Mais je pense que probablement que les besoins risquent de se ressembler. Je dirais que oui, il faut s'y préparer et puis il faut juste s'adapter. Toutes les entreprises ont besoin de le faire parce que on l'a dit, c'est le new normal. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça redevienne comme avant. Donc, moi, je pense que même s'il y a une deuxième phase là, au COVID, je pense qu'on peut déjà se préparer maintenant parce que la série de besoins qu'on est capable de trouver maintenant risque d'être les mêmes. S'il y en a des nouveaux qui apparaissent, je dirais que c'est peut-être l'anxiété qui va prendre plus d'importance parce qu'on n'est pas capable d'estimer aujourd'hui l'impact à long terme que va avoir sur la santé mentale, tout ça. Donc, ça, je dirais que c'est peut-être la partie qui serait peut-être à développer davantage là, dans une phase 2, mais je pense que la réflexion à avoir aujourd'hui va également être serviable à une phase 2 puis va éviter de devoir se réimaginer une troisième fois finalement. Donc, c'est pour ça que je disais, la réflexion qu'on a à faire maintenant, c'est comme quand on fait un positionnement d'entreprise, il faut que ce soit crédible maintenant, mais il faut que ça perdure dans le temps. Il faut qu'il y ait une pérennité dans les solutions qu'on trouve de marketing pour ne pas être constamment en train de le réinventer. Merci, très intéressant, oui, effectivement. Je pense qu'il faut toujours rester sur son positionnement, son fondement, puis ensuite s'adapter selon les besoins du marché qui peuvent évoluer. Exactement. Il y a une raison pour laquelle une entreprise a été créée. Il y a un ADN puissant derrière ça. C'est important de le protéger, mais comment justement on le valorise puis qu'on le met en lumière différemment pour qu'il soit mieux absorbé et mieux apprécié dans le marché. Mais il ne faut jamais oublier la fondation, l'ADN de l'organisation. C'est ça qui fait que c'est spécial. Tout à fait. J'aimerais ça en poser une autre, si je peux. En fait, on a travaillé avec nos startups à définir des personas, beaucoup dans le B2B. Puis, donc, on a fait ces exercices-là au cours de l'année. Est-ce qu'il faut recommencer? Faut-tu refaire d'autres personas? Parce que le consommateur, oui, on est beaucoup dans le B2B, mais ça s'applique, j'imagine, B2B, B2C, mais est-ce qu'il faut tout refaire le travail? Dire, notre consommateur, notre acheteur dans telle entreprise, notre consommateur, il a changé en quelques mois, il n'a plus la même perspective de la vie, du monde, il est peut-être moins consommateur, plus consommateur, les services de l'entreprise changent. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut refaire ce travail-là? Puis en même temps, tu disais, il faut aller dans la rue, puis reposer des questions, puis faire des vox pop. C'est-tu le temps de faire ça? Est-ce que le monde est dans le mood on devrait-tu être comme rester un peu sur nos gardes? Ou... En tout cas, les gens ils ont le temps de répondre à des sondages en ce moment, c'est sûr. Mais aller dans la rue, c'est peut-être notre affaire, faire un long micro, là, un selfie poll pour poser des questions. Mais les personas, t'as amené ce point-là. Moi, je dis, si vous avez des personas, tant mieux. Vous avez déjà une marge d'avance parce que quand on... J'ai volontairement pas utilisé le terme du persona tantôt parce que c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas obligatoire, mais quand on imagine une persona, on n'a pas juste des données statistiques, on raconte une histoire sur quelqu'un, donc on matérialise la vie, puis la personne en chair et en os, puis son environnement de vie. Donc, moi, je dis que si vous avez déterminé des personas, tant mieux, bâtissez à partir de ça. Ne les changez pas, mais peut-être que la persona, vous allez vous allez juste y ajouter des caractères finalement, puis peut-être c'est juste de rajouter, de dire c'est quoi les nouveaux besoins qu'elle a aujourd'hui ou les besoins qui deviennent plus flagrants que d'autres. Fait que c'est peut-être juste de highlighter certaines choses, mais moi je pense pas qu'il faut les redéfinir au complet, puis certainement pas les jeter. Est-ce que peut-être il y en a qui se rajoutent? C'est possible. Est-ce qu'il y en a qui s'éliminent? Peut-être. Je pense justement à des détaillants qui
qu'il y avait beaucoup justement de clients qui achetaient à crédit. Et là, ils ont vu ça chuter. Ben, je veux dire, eux, ils se disent, ben, peut-être que j'ai une partie de ma cible que j'avais avant que je n'aurai plus aujourd'hui. Donc, eux, peut-être que justement, si c'était un persona, ben, ils devraient ne plus le considérer ou se dire, ben, justement, c'était peut-être une cible qui est importante pour moi. Et puis là, c'est quoi ces nouveaux besoins sur lesquels je peux tabler pour justement la regagner, si c'est pertinent ou pas pour l'organisation. Tu sais, c'est un exemple de crédit, là. Mais je pense qu'il faut juste se poser des questions pour filtrer puis dire là où il y a le plus de potentiel. Fait que, mettons une entreprise de 5, une organisation à 5 personas, ben peut-être qu'il y en a 3 sur lesquels il faut capitaliser davantage, puis les 2 autres, on se dit, bon, eux, on va y toucher dans 6 mois. Peut-être qu'il y en a 4 qu'on ne touche pas, puis il y en a 5, il y en a une 5e qu'il faut changer complètement. Mais moi, je vous dirais, essayez de partir de ce que vous avez puis d'ajuster plutôt que de tout modifier parce qu'il y a une raison pour laquelle vous les avez définis, ces personas-là. Donc, votre offre elle demeure certainement encore pertinente pour eux, mais encore une fois, comment le tweaker sur le plan marketing pour que ça résonne encore mieux? À moins que tu aies pivoté, à moins que l'entreprise ait décidé de faire un pivot, tu sais, puis il y en a quelques cas, mais justement, si tu as pivoté, tout ce que tu as fait en amont, tu as été connu avec un genre de core business X, puis là, ben, à cause de la crise, si j'ai pas le choix, il faut que je pivote, puis je me redéfinis. Donc là, c'est un core business Y. Quel conseil tu donnerais à ces jeunes entreprises là, qui pivotent puis qui finalement modifient pratiquement leur modèle d'affaires en plein milieu de leur lancée? Bien, si tu modifies ton modèle d'affaires, souvent tu modifies ton marketing qui va avec, c'est sûr. Parce que, comme je le disais au début, tu ne peux pas imaginer du marketing sans te coller au modèle d'affaires puis aux stratégies de croissance. Donc, mais encore une fois, qu'est-ce qui a marché dans... Tu sais, es-tu capable de récupérer des morceaux qui ont marché dans le passé, même si ton modèle a changé? Tu sais, il y a toujours du bon dans... Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais qu'est-ce qu'on peut garder qui a marché puis dire, ben, est-ce que c'est adaptable au pivot ou pas? Mais c'est sûr que s'il y a un pivot... puis qu'il n'y a pas grand-chose qui reste du avant, il y a des chances que le marketing soit pas mal brassé également. En même temps, je me dis, si tu as pivoté, c'est parce que tu as justement trouvé l'opportunité dans la crise. Donc, probablement que le marketing va être mais tu facile. refais l'exercice. Tu refais l'exercice, mais il va peut-être être plus facile quand même parce que justement, tu t'es déjà imaginé c'est quoi le nouveau besoin auquel tu peux répondre. Ben oui, ça, c'est un très bon point. Dans ce cas-ci, si tu pivotes, identifie le besoin avant, puis pivote en fonction des nouveaux besoins. Ça, c'est sûr. Si tu veux créer une entreprise, c'est sûr, va chercher le coup dans le marché pour dire qu'est-ce qu'on a besoin de créer pour répondre au marché. Donc, si on se réinvente au complet, c'est sûr qu'on peut faire un clean slate, comme on dit, puis dire, ben, de quoi le marché a besoin. Mais si on garde des morceaux de ce qu'on avait avant, c'est sûr que regardons des morceaux du marketing qu'on est peut-être capable de conserver également. Ça fait du sens. Je suis en train de regarder s'il y avait des questions. Donc oui, juste vous répondre à la question, on aura accès à la présentation, donc ça, il n'y a pas de problème. Puis aussi, on est aussi en live en Facebook, donc vous allez pouvoir le réécouter, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On a Myriam Magouiraya qui lève la main, je vais lui donner la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Simplement, ma question, je ne sais pas si vous en avez parlé parce que je suis arrivée en retard, désolée, là. J'avais de la difficulté à me connecter. Mais le contexte familial, dans le fond, les startups dans le contexte familial, est-ce que vous en avez parlé avec les enfants qui sont à la maison ou quoi? Est-ce que vous avez des trucs concrets? C'est quoi les priorités? Tout ça, là. Qu'est-ce que vous établiriez comme priorité dans un contexte comme ça, s'il vous plaît? Là, la question que vous me posez, c'est par rapport à... vous avez une start-up, puis vous êtes à la maison, puis vous devez travailler avec la famille autour, c'est ça? C'est ça. OK. Je pense que c'est la réalité de tout le monde aujourd'hui.
Je pense que, tu sais, bientôt, on va pouvoir se voir un petit peu à distance, là, mais je pense que c'est juste nous-mêmes, on crée des nouveaux vecteurs. Là, chez nous, on développe des nouvelles offres. Fait c'est comme si on était des intrapreneurs, mais on le fait tous à distance. On n'a pas le choix. Donc, c'est sûr que c'est très, très... On voit l'impact mental, l'épuisement. Nos employés, en tout cas, à travailler à la maison avec des jeunes enfants. Donc, honnêtement, je ne pense pas que la situation de gens en start-up soit différente. C'est comme... je pense que tout le monde a besoin. Oui, peut-être que je ne comprends pas bien votre. Excusez, non, peut-être c'était moi qui manquais de précision, là, mais aussi, ça m'éclaire, mais étant dans la production alimentaire que je démarrais en réalité, des prototypes, est-ce que je dois miser plus sur la formation administrative, me former moi-même comme entrepreneur, aller chercher plus du côté administratif et tout ça, ou est-ce que je dois continuer quand même de la production puis faire des prototypes quand même, je ne sais pas trop, là, dans puis de faire de l'inventaire finalement? Moi, j'aurais tendance à ne pas arrêter, honnêtement. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ce moment-là d'un ralentissement pour je dirais, faire du ménage ou focusser sur des choses sur lesquelles ils ne faisaient pas avant. Donc, comment alléger ses opérations, comment revoir certains partenariats, des choses comme ça. Donc, ça, c'est une opportunité pour beaucoup d'organisations en ce moment. Un peu plus de temps pour faire ça à cause du ralentissement. Mais moi, je vous dirais, arrêtez pas vos prototypes. Ouais. OK. Fait que ça vaut la peine de continuer quand même dans cette veine-là puis d'utiliser ce temps-là d'arrêt pour peut-être se repositionner par rapport à ça, même dans le concret, là. Okay. Oui. Je pense que c'est même une bonne idée, de le faire. Moi, je vous encourage à le faire, en tout cas. Parfait, merci. Merci beaucoup. Puis, je vois qu'il est 9h29, donc je pense qu'on est pas mal à la fin de cette classe de maître. Avant de remercier Anne-Marie, j'invite tout le monde et aussi probablement Madame Maguiraga. Ça peut être intéressant, justement, notre troisième classe de maître sur le modèle d'affaires qui va être moins focusé donc sur le marketing, mais vraiment le modèle d'affaires. Puis il y a peut-être d'autres questions ou précisions qui vont pouvoir être données là. Donc, je rappelle que ce n'est pas la semaine prochaine, mais l'autre, donc le 18 juin à 8h30. Toujours à la même place, en mode virtuel. Je remercie beaucoup Anne-Marie Leclerc, qui, je trouve, a fait une excellente présentation, puis du contenu super pertinent. Éric, est-ce que tu veux dire un petit peu la fin également? Alors, voilà, je te passe la parole. Merci. Je remercie évidemment Anne-Marie, mais j'aimerais ça remercier Alexandra Maher, la directrice principale des communications chez Bonjour Startup Montréal. Bel job d'animation. Merci beaucoup. Et les gens derrière des rideaux, Samuel Filion, chef des communications à Montréal Inc., qui est le Zoom Master et qui gère tous nos stress. Je pense que c'est important de le souligner. Merci beaucoup. Puis, effectivement, on se revoit le 18 juin avec Dalen Gay, qui est président, fondateur de Digit Management Incorporé et aussi un expert pour Startup à résidence. On l'appelle, c'est celui qui fait pleurer les startups. Je m'excuse d'Alain, il faut que je le dise, là. Mais il brasse, mais il brasse dans le bon sens. Merci. Bon, sur ce, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Bonne journée.